Toutes qui êtes là et je suis vraiment très contente d'être ici avec vous et de voir tous ces visages jeunes parce que je pense que voilà, le monde est des jeunes dans le sens qu'il faut il faut mettre les mains à la pâte. Alors, comme vous avez entendu, moi je suis psychologue et psychothérapeute, donc je suis pas philosophe. Alors vous pouvez vous poser la question, pourquoi une psychologue vient nous parler d'anthropologie? C'est un thème philosophique. Et en fait, en tant que psychologue, à un certain moment, j'ai eu besoin d'approfondir l'anthropologie. C'est-à-dire, je me posais un peu la question, qui est la personne? Donc moi, j'ai étudié la psychologie, mais pas l'anthropologie. Et du coup, je me rendais compte aussi que les personnes qui venaient me voir, donc mes patients, les clients, ça dépend comment on les appelle, et en fait, tout le monde a une vision, vous toutes aussi. On agit, on a des comportements, on fait des choses, on prend des décisions. Et tout ça, c'est à partir d'une idée implicite de personne. C'est-à-dire, nous toutes, même si nous n'avons pas réfléchi là-dessus, on a une idée de personne. D'ailleurs, on vous avait demandé de remplir un questionnaire, non? Et j'ai lu c'est très intéressant vos réponses. Parce que je me dis, je pense que c'était pas évident de répondre. C'est-à-dire, c'est quoi la personne? Alors, on s'arrête et on y réfléchit. Mais en fait, c'est ce qui est un peu à la base et qui nous fait, en fait, justement, bouger et aller de l'avant. En fait, on a une idée de personne, même si on n'est pas tellement conscient de ça. Donc, moi, à un certain moment, j'ai eu besoin d'approfondir tout ça. Et j'ai étudié ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai un tableau là, je vais faire un schéma. Est-ce que vous arrivez bien à tout voir le tableau, très bien. Et, donc, je me base sur une anthropologie qui s'appelle anthropologie transcendantale. Et en fait, ça vient d'un philosophe qui s'appelle Leonardo Polo. Je vais écrire ici. Anthropologie transcendantale. Et Leonardo Polo il est né en 1926 et il est décédé en 2013, juste pour que vous situez un tout petit peu. Donc, il est assez récent. Et, oui? Transcendant. Là, en N. C'est en A à la place du deuxième. Ah, donc j'étais en train de faire juste. Mais après, je doutais. Transcendantal. Et c'est très bien, merci. Et donc, l'anthropologie, Leonardo Polo. En fait, lui, il était espagnol. Et à un certain moment, il a eu ce besoin d'approfondir qu'est-ce que c'était l'être. Donc, l'être de la personne et l'être du monde. Et donc, il a étudié un peu toute l'histoire de la philosophie. Et en fait, il a trouvé très intéressant les intuitions de Aristote et de Thomas d'Aquin. Et donc, il a appris ces connaissances-là. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui étudie la philosophie ici? Il y a des philosophes. Très bien, ok. Et les autres, je voudrais vous demander à toutes ce que vous faites, mais si jamais on le fera pendant le week-end pour aller de l'avant. Mais parce que je pense que les études forment beaucoup la tête et on a un regard aussi différent par rapport à la réalité et aussi à l'anthropologie. Donc, Leonardo Polo, donc, pour celles qui connaissent la philosophie, mais aussi pour les autres, voilà, vous allez reconnaître des éléments d'Aristote, de Thomas d'Aquin, mais après, il a fait quand même une évolution. Il a quand même développé des concepts. Alors, on va commencer
une chose que pour moi c'est important, c'est si vous avez des questions, vous levez la main, vous interrompez. Je veux dire, je perds pas le fil. C'est-à-dire, je le perds souvent, mais je le reprends. Donc il n'y a pas de souci. Hein. J'ai voulu mettre les chaises comme ça vous voyez. Si quelqu'un pose la question, on entend bien, et du coup, c'est beaucoup plus interactif. Hein. Je suis pas une prof. Moi, je suis pas prof. Je suis clinicienne. Donc, j'ai Voilà, très bien. Alors, donc, la personne. La première chose que moi je vois ici, devant moi, c'est des corps. Donc, on est d'accord que la personne, disons, la personne humaine a un corps. Hein? Donc, je vais le mettre ici, en bas, le corps. Et le corps, en fait, c'est le premier niveau de la personne humaine, hein, et ça fait partie de la nature. Voilà. C'est un corps avec toutes ses fonctions biologiques. Voilà. Le corps, premier niveau. Deuxième niveau. Alors, il y en a quelques-unes dans les réponses qui ont donné une définition de la personne dualiste, hein, c'est-à-dire corps et âme. Hein. Moi, c'était mon idée. Hein. Je veux dire, moi, c'est pas que je suis née avec cette idée, mais disons, j'ai reçu cette idée. Et à un certain moment, j'étais un peu en difficulté parce que j'étudiais la psychologie. Je me suis dit, mais alors, la psychologie, elle va où? Je veux dire, corps, âme, c'est quelque chose de spirituel. Et je veux dire, le psychisme, c'est où hein? Alors, je le mettais un tout petit peu comme un saucisson au milieu. Mais j'ai dit, il doit y avoir une place là pour le psychisme. Et finalement, en étudiant cette anthropologie, en fait, c'est une anthropologie qui est triadique. Hein? C'est-à-dire corps, âme, ça équivaut, c'est la même chose que psychisme. Hein? Âme, c'est le terme latin, psychisme, c'est le terme grec. Hein? Donc, âme, psychisme, et après, c'est esprit. Je vais écrire tout ça. Hein. Et, donc, le premier niveau, c'est le corps. Le deuxième niveau, c'est l'âme. De quoi elle est faite, l'âme? Le psychisme, donc. Il y a deux éléments, c'est l'intelligence et la volonté. Intelligence et volonté sont des facultés de la personne qui sont pas sensibles. Ici, on parle d'éléments sensibles au corps. Ici, sont pas organiques, c'est-à-dire on peut pas les toucher. L'intelligence, on peut les mesurer. L'intelligence, on a des moyens de mesurer l'intelligence avec les tests cognitifs. Mais il y a beaucoup de discussions. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? L'intelligence, est-ce qu'il y a certaines formes d'intelligence? Voilà, c'est pas tellement évident de saisir qu'est-ce que c'est l'intelligence. Mais quand même. Donc, l'intelligence, on va les mettre là. Et volonté. L'intelligence et la volonté sont comme... en fait, c'est des puissances. Ça veut dire quoi, ça? Imaginez deux bras. Hein? C'est comme deux bras qu'a la personne, mais il faut quelqu'un qui les bouge. Sinon, les bras, ils restent là. Ils ne bougent pas. Donc, ça c'est l'idée de puissance. C'est-à-dire, il y a un acte, il y a quelque chose qui est tout le temps en mouvement, qui bouge les puissances, qui bouge, voilà, intelligence et volonté. En fait, l'intelligence et la volonté, c'est pas encore la personne. Ils font partie de la personne humaine, mais en soi, c'est pas encore le noyau de la personne. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous, en tant que personne, on a une autre intelligence, Einstein est plus personne que nous. Ou quelqu'un qui a un retard mental, ou quelqu'un qui a une démence. Imaginez toutes les personnes âgées dans nos sociétés, toutes les personnes qui commencent à perdre leur intelligence, ils deviennent moins personnes. Non, il y a un truc qui... La même chose, c'est avec la volonté. La volonté nous permet de faire beaucoup de choses, d'accord? Mais vous voyez aussi qu'une maladie, justement le vieillissement, ou un enfant petit qui fait encore très peu,
on ne peut pas dire qu'il y a moins personne que nous qui pouvons faire beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, l'intelligence et la volonté, et le corps, ce que dit Leonardo Polo, c'est en fait font partie de la partie manifestative de la personne. La personne se manifeste à travers son intelligence, sa volonté et son corps. Ici, il y a ce que lui il appelle une limite mentale. Nous, on a tous une limite mentale, c'est-à-dire une limite, on va définir tout ça petit à petit, hein, mais ce concept de limite mentale est très important parce que c'est comme si partager la personne humaine en deux mondes. Hein. Et donc, au-dessous de la limite mentale, il y a la partie manifestative de la personne. Hein. C'est comme la personne se manifeste. Ici, on a dit que on parle de l'âme. Je mets égal psychisme égal pour les philosophes essence. C'est un terme. Voilà, essence. En fait, il y a aussi un élément qui est au-dessus de la limite mentale, je vais décrire après, d'accord? Mais l'âme, en fait, ça, c'est entre les deux. Il y a une partie en haut et une partie en bas de la limite mentale. Et alors, vous me direz, mais alors c'est quoi la personne? Je veux dire, c'est pas, tu viens de démonter, je veux dire, c'est pas l'intelligence, c'est pas la volonté, c'est pas le corps. Hein. Et en fait, la personne, je vais mettre en rouge. La personne, non, je vais mettre, oui, c'est en rouge. Alors, c'est quoi la personne? La personne, c'est, je vais écrire ici, personne. Je dis expressément personne. Je ne parle pas de personne humaine. Personne humaine, c'est tout. Hein. Je dis, imaginez bien, ce schéma, en fait, si vous voulez, on est en train de vivisectionner un tout petit peu la personne humaine. Je veux dire, c'est un peu artificiel, hein, parce que, c'est pour comprendre les concepts. Mais après, c'est clair que, boum, c'est tout, personne. Hein, je veux dire. Donc, vous voyez bien que je suis pas en train de dire que l'intelligence, la volonté, le corps sont pas importants, hein, sont hyper importants, parce que, je veux dire, mais c'est bien de séparer ces concepts. Et surtout, la chose qui est intéressante de Leonardo Polo, c'est que lui, il revient à ce que lui, il appelle, mais saint Thomas aussi l'appelait comme ça, la distinction réelle. C'est quoi la distinction réelle? C'est vraiment séparer ce qu'est la personne de la partie manifestative. Pour comprendre très bien où se situe la dignité de la personne. Et après, je ferai quelques exemples. Hein. Maintenant, je vais décrire un tout petit peu. Donc, personne égale esprit égale acte d'être. Donc, c'est vraiment l'être. Hein. C'est la partie, le noyau. Hein. Et on pourrait aussi dire en autre intimité. C'est la partie, voilà, la plus sacrée en fait, hein, de la personne. Alors, de quoi elle est faite? Il y a 3 éléments que décrit Polo. Le premier élément, il dit la personne est faite de, en fait, il y a un élément, c'est la liberté. Ça, c'était aussi une question des questionnaires. C'est très intéressant, les réponses que vous avez données. En fait, la liberté, ici, quand Polo parle de liberté, il parle d'une liberté native, c'est-à-dire la personne naît libre. Quelqu'un disait, la liberté, il faut la conquérir, il faut la construire. En fait, peut-être la personne avait pensé à le libre arbitre.
c'est-à-dire la liberté de choix. Il y a une liberté, moi je veux aller dans une île pour me relaxer, et je regarde un tout petit peu, je sais pas, les Canaries, je regarde la Corse, je regarde l'île d'Elbe, et après j'évalue et je fais mon choix et je pars, je prends mon avion, d'accord? Et ça c'est le libre arbitre, le choix en fait. Mais là je parle d'une liberté qui est une liberté intrinsèque et profonde, une liberté intérieure. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Etty Hillesum? Etty Hillesum, c'était une jeune femme juive d'Amsterdam, en fait, hollandaise. Elle a écrit un journal. Elle a tout un parcours intérieur très. C'était quelqu'un de pas du tout religieux, c'est-à-dire elle naît dans une famille juive, mais ils n'étaient pas pratiquants ni rien. Mais elle fait tout un parcours de croissance intérieure et tout. Et à un certain moment, elle se retrouve dans les camps de concentration. Et en fait, elle a la possibilité de sortir et de se sauver. Et elle dit, moi, je suis libre. Et je sens, en fait, une femme qui est dans les camps de concentration, elle se sent libre. Et elle dit, moi, je choisis de suivre le destin de mon peuple. Et je vois que ça, c'est mon chemin. Et il y a toute une explication de comment elle se sent libre à l'intérieur d'elle. Il y a une partie en nous que personne ne peut nous quitter, nous enlever, en fait. Et ça, c'était aussi Nelson Mandela, non? Je fais souvent cet exemple. Pour moi, je connais pas énormément son histoire, mais je sais que c'était un homme qui se battait pour ses idéaux. Il a été en prison 30 ans. Et il est ressorti avec les mêmes convictions. Et lui, il s'est senti toujours un homme libre. Libre dans le sens que personne n'a pu lui enlever ses convictions. Donc, je parle de cette liberté-là. Une liberté que la personne peut choisir son destin. Et surtout, une liberté qui est en lien avec ce qu'appelle Polo la coexistence. Donc nous, en tant que personne, nous, on n'existe pas. Nous, on coexiste. Une personne seule, ça va pas, ça marche pas. C'est une personne... imaginez-vous qu'il y avait un psychologue, un Spitz, qui avait fait des études en Roumanie. Et il était allé en Roumanie... je sais pas si je pense que juste après le communisme, en tout cas, il y avait encore très présent tout l'idéologie communiste et aussi surtout la pauvreté du peuple. Et il voyait des orphelinats. Il y avait des enfants dans ces orphelinats je sais pas, 30 enfants dans un orphelinat et une personne qui soignait parce que voilà, l'État pouvait pas mettre à disposition plus de gens. Et du coup, qu'est-ce qu'il a observé, ce psychologue? Il a observé que les enfants, en fait, ils recevaient à manger, on leur changeait les couches et tout, mais il y avait des enfants avec un retard mental monstrueux, et des enfants de 2-3 ans dans les petits lits qui ne marchaient pas, donc de retard aussi moteur, donc des enfants sous-développés. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un taux tellement haut de retard, en fait, dans tous les niveaux du développement de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il a remarqué? Il dit, mais ces enfants-là, ils n'ont pas le contact, c'est-à-dire ils n'ont pas l'affection, ils n'ont pas quelqu'un qui s'occupe d'eux, donc ils n'ont pas de coexistence, en fait. Il l'appelait pas comme ça, mais c'est ça qu'il voulait dire, c'est-à-dire un enfant. Et vous devez savoir ça, parce qu'un jour, vous serez maman, et c'est très important de savoir qu'est-ce qu'est un enfant. Un enfant, il a besoin de beaucoup être touché. Plus on touche un enfant, plus on l'embrasse, plus on lui donne des bisous, plus il développe des connexions neuronales. Donc c'est disons, la coexistence, le soin, le toucher, l'affection, tout ça est nécessaire. C'est la nourriture pour notre développement en tant que personne. Donc, ce côté-là de coexistence est vraiment très, très important. Donc, la personne est toujours avec,
avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Et on est toujours à la recherche de quelqu'un qui soit comme nous et qui peut nous, prendre soin de nous et du côté. Donc c'est une liberté qui est en lien avec cette coexistence. C'est-à-dire a besoin de s'engager dans une coexistence. Donc c'est pas une liberté comme ça. C'est une liberté en fait qui est en fonction du mieux vivre. Et on vit mieux si on est en coexistence. Bien. Deuxième concept qu'il définit c'est la connaissance. Donc la personne humaine, c'est une connaissance personnelle. Une N. Deux N. Personnelle. Connaissance personnelle. Ça veut dire quoi ça? Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est l'intelligence. Non, c'est autre chose. C'est une connaissance. En fait, vous voyez, pour comprendre ce schéma, il faut toujours penser à un enfant petit. Parce qu'un enfant, c'est une personne simple. C'est une personne humaine, mais simple. Nous, les adultes, en fait, on devient déjà un tout petit peu plus complexe. Mais les enfants sont très simples. Si vous pensez à un enfant, vous voyez ce côté-là, le liberté. Un enfant est libre. Je veux dire, s'exprime, complètement libre. Et il est à fond dans la coexistence. Un enfant, il a besoin. Voilà. Et la connaissance personnelle, en fait, un enfant, moi j'explique souvent aux parents, je fais ce schéma-là, je dis voilà, ça c'est le cœur de l'enfant, ça c'est le cœur des parents. Je le fais plus petit parce que les cœurs des enfants sont plus grands que ceux des... Les nouvelles générations ont des cœurs toujours plus grands. Et l'enfant, alors j'explique à l'enfant petit, toi tu ressens, tu sens, tu sais exactement qu'est-ce qui se passe dans le cœur de papa et de maman. Et l'enfant me regarde, ouais. Je veux dire, c'est une évidence ce que je lui dis. Et les parents me regardent et disent, mais c'est vrai. Alors ça sert à rien de cacher, de masquer si on est préoccupé, si on est triste. Non, ça sert à rien du tout. L'enfant, il a un radar. Moi, je sais pas, vous êtes très jeune. Des fois, je demande aux parents quand ils ont des problèmes avec leur enfant, adolescent et tout, mais vous vous souvenez pas de votre adolescence, comment c'était? Oh non, aucun souvenir. Comment aucun souvenir? Je veux dire. Bon, alors, je vous pose la question. Est-ce que vous vous souvenez un peu de votre enfance? Des fois, on a des souvenirs de comment on voyait. C'est que quand on est enfant, on voit le monde d'une certaine manière. Très particulière. Je vois des gens qui disent oui. C'est génial. Ne perdez pas cette perception du monde parce que c'est la vraie perception. Pourquoi? Parce que c'est une perception qui part du cœur, de la partie profonde. En tant qu'enfant, il a une connaissance qui est une connaissance, on pourrait dire, directe. Si un enfant maintenant arrive ici, qu'est-ce qu'il fait? Poum, 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 poum. Il connaît et il comprend s'il est ici en sécurité ou pas. Et s'il n'est pas en sécurité, il court, il part. Donc, c'est une connaissance directe qui passe, c'est d'esprit à esprit. C'est pas une connaissance qui est véhiculée par l'intelligence. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas intelligent, mais simplement que là, c'est une connaissance qui est construite et qui est générale. L'intelligence nous sert, je veux dire, on construit l'intelligence, il y a tout le développement de l'intelligence, mais disons que ici, comme on est dans la partie manifestative, on est ici dans la partie du langage, du mettre en commun, c'est très nécessaire à nous comprendre. Donc, on a besoin une certaine abstraction pour se rencontrer en fait, parce que ici on est tous uniques. Donc ça serait impossible de communiquer. Disons, on a besoin d'un langage commun, vous voyez. Et donc la connaissance personnelle. Si moi je dis qu'ici on est unique, donc chacune est différente, ça veut dire que notre connaissance, comme toi tu connais, c'est différent. Comme moi je connais, c'est différent. Chacun connaît à sa manière. C'est ça.
Ok? Par rapport à sa personne. Et donc, la connaissance personnelle. Et la connaissance personnelle, c'est celle qui... par rapport à la connaissance personnelle, c'est d'où viennent les questions aussi, d'où je viens. À un certain moment, peut-être pas quand on est si petit, mais préadolescence, adolescence, on se pose la question, mais d'où je viens? Je veux dire, on commence à apercevoir qu'il y a quelque chose en nous, on commence à découvrir un monde antérieur. Hein. Les préados, toi tu t'occupes des préados, ils commencent à apercevoir qu'il y a... L'enfant, il est complètement... C'est un livre ouvert. Hein. Il raconte tout à maman, à papa. Je veux dire, c'est transparent, complètement transparent. Le préado, il commence à fermer la porte de la chambre. Il commence à être plus à l'intérieur, parce qu'il commence à découvrir qu'il y a tout un monde à l'intérieur, non? Alors les parents, ils s'inquiètent. Hein? Il me raconte plus rien, il cache les choses, il tient les choses pour... Non, simplement, il a découvert qu'il y a tout un monde et c'est lui qu'il choisit avec liberté, avec qui partager tout ce monde intérieur, d'accord? Et tout ça, c'est très bien. Je veux dire, ça fait partie de cette découverte intérieure. Hein? Il y a un monde extérieur et un monde intérieur. Nous, on a une ouverture en tant que personne, donc dans cette coexistence, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc, pourquoi je disais ça? Vous voyez, je me perds. Je disais ça parce que... les questions existentielles, merci beaucoup. Donc, on se pose la question d'où je viens et où je vais. Je veux dire, je fais quoi dans cette vie? Qu'est-ce que je... Non, toutes ces questions-là existentielles. Et moi, j'avais une fois une camarade à l'université, comme ça, une amie, qui, je sais pas, il y avait en fait, on avait vécu le décès d'une autre amie, et à un certain moment, elle a sorti un peu toutes ces questions-là, existentielles et tout, et elle me disait, mais écoute, derrière moi, j'ai pas des réponses. Moi, je dis, mais c'est la première fois que tu te poses ces questions? Je dis, non, je me les posais à l'adolescence, mais j'ai jamais rencontré des gens qui m'ont donné des réponses. Là, elle avait déjà 24, 25 ans. Elle dit, c'est des questions qui, pour moi, restent ouvertes. Mais elle était bien consciente qu'il y avait toutes ces questions-là. Donc, c'est la connaissance personnelle qui travaille dans tout ça. Et troisième élément, c'est l'amour. L'amour. Là aussi, personnel. J'insiste sur ce terme personnel. Oui, c'est clair, c'est la personne, c'est personnel. Non, mais parce que, je veux dire, là aussi, hein, là on comprend peut-être mieux qu'avec la connaissance. Parce que la connaissance, ça reste peut-être quelque chose d'un peu d'abstrait, mais l'amour, on comprend très bien que comme je suis... imaginez une mère de famille, elle a, je sais pas, 5 enfants, et l'amour de chaque enfant est différent. Hein, vous voyez, nos amis, je veux dire, l'amour qu'on reçoit de chaque personne est différent. Là on comprend bien hein, que si on perd une amie, bah, c'est cette amie-là qu'on a perdue, mais aussi toute l'affection que cette amie ne peut pas être comblée par autre parce que c'était sa manière de m'aimer bien. Vous voyez ça hein? Et donc, l'amour est aussi personnel. Et là, il y a un élément, et là aussi, il faut retourner à l'idée de l'enfant. Alors, la chose plus importante dans l'amour, c'est recevoir, accepter. Donc, quand on devient adulte, beaucoup d'adultes, ils pensent que l'amour, la chose plus importante, c'est donner. Alors, ils donnent, et s'épuisent. et ils n'arrivent plus à donner, et ils sont incapables d'accepter, de recevoir. Mais en fait, ça, c'est une idée, c'est tordu, quoi. Je veux dire, c'est à l'envers. La chose la plus importante, si on revient au début de notre vie, l'enfant, il reçoit
il accepte. Donc, il ne faut pas perdre cette vision-là, parce que accepter, c'est d'abord, et seulement si on accepte, si on reçoit, on peut donner. D'accord? Alors, là, on arrive à accepter et donner. Et là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Parce que, en fait, dans cette idée d'accepter, en fait, Paul disait, chaque personne humaine, est radicalement, en fait, on est enfant de quelqu'un, on est fils, fille, hein, de nos parents. Je veux dire, s'il n'y avait pas nos parents, on ne serait pas là. Mais en même temps, il y a aussi un lien avec, je veux dire, nous, notre être, hein, on est bien d'accord que personne de nous s'est donné l'être. On l'a reçu. Donc, il lui disait, mais en fait, si nous, on est un acte d'être, donc on pourrait dire, qui nous a donné cet acte d'être? L'être. Je veux dire, l'être. Donc, après, on peut le mettre là, comme ça, en représentant comme ça. Donc, on peut le nommer Dieu, on peut le nommer nature, énergie, cosmos, comme vous voulez. C'est-à-dire, l'idée c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est l'être, qui me donne l'être. Philosophiquement, je veux dire, ça marche pas autrement. Et du coup, nous on reçoit la personne connaît. Et donc, on a dit justement que on reçoit la personne connaît et cette personne est originelle, unique. Disons, chaque fois que Dieu crée ou justement qu'une personne est donnée à ce monde, bah, le moule est jeté, quoi. Je veux dire, à chaque fois, c'est un nouveau moule pour créer cette œuvre d'art. On est vraiment unique. Et ça, c'est très important parce que là, il y a tout un côté, tout d'abord, de dire, ok, alors c'est important que je m'accepte comme je suis. C'est-à-dire, quelqu'un m'a donné à moi-même, moi je suis unique et il n'y aura pas une personne comme moi dans toute l'histoire de l'humanité. Donc il y a une originalité et la question de se poser aussi la question, mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai des talents qui sont à moi et ces talents-là sont pour une mission. J'ai quelque chose à faire dans ce monde. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je ne sais pas, je dois le découvrir. Donc, moi, je pense que la vie, en fait, tout le développement de notre personne, dans notre vie, c'est tout d'abord apprendre à s'accepter comme on est, parce qu'on ne s'aime pas beaucoup. Pas autant, je pense. Et des fois, quand je dis ça à certaines personnes, et les gens me disent, mais ça c'est dur, c'est difficile de s'accepter. C'est pas évident. Parce qu'on voit tous nos défauts, parce qu'on aimerait bien être autrement, parce que. Et en fait, nous, on a reçu un cadeau. Et on est très ingrate des fois, parce que on reçoit ce cadeau et on commence à voir tous les défauts du cadeau. Et c'est pas très sympa pour qui a donné ce cadeau. Et donc, il faudrait apprendre plutôt à voir les belles choses de ce cadeau. Et aussi de penser, et ça va revenir un peu demain quand on parlera de l'amitié, mais de penser en fait, chaque personne, elle est un cadeau pour elle-même, mais elle est un cadeau aussi pour moi, et pour les autres, et pour le monde. C'est puissant ça, c'est très puissant. Donc, on a dit, il y a un lien là de filiation. Ça, c'est vraiment la relation que
que toute personne vit. Après, des fois, justement, on grandit et on oublie ça. On devient parent, on devient... on vit beaucoup d'autres relations et on oublie qu'en fait, à la base, on est fils et filles. Et, alors, dans cette idée-là, il y a en fait deux besoins fondamentaux de la personne. Ça, c'est très important. Mettez en rouge. C'est très important. C'est très important pour les enfants, pour le développement de l'enfant, mais aussi pour toute personne. La personne humaine a deux besoins. Le premier, c'est d'être accueilli. On a parlé de l'accueil, a besoin d'être accueilli. Et l'autre besoin, c'est d'être reconnu dans son unicité. Ça, c'est aussi très important. Et c'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire, imaginez-vous un papa, une mère qui ont, je sais pas, 2, 3, 4 enfants, je sais pas. On les accueille tous et tout. Mais des fois, il y a certaines personnes qui disent, on les a bien accueillis, nos enfants et tout, mais surtout, on veut pas faire des injustices. Donc, on va tous les traiter pareil. Non, ils sont pas pareils. Je veux dire, ça c'est une justice appliquée de manière sans tenir compte de l'unicité de la personne. Vous voyez ? Donc les enfants sont pas reconnus et des fois il y a des personnes qui ont des problèmes parce que ils n'ont pas été vraiment reconnus dans leur unicité et dans leur singularité en fait. Et donc ça, c'est deux éléments qui sont vraiment importants. Et oui. Quelle distinction tu fais exactement entre être accueilli et être reconnu? Parce que j'ai l'impression que pour être accueilli, il faut être reconnu justement. Mais tu peux être accueilli comme être humain. Justement, si on prend l'exemple que je viens de faire, non, la distinction entre être accueilli et être reconnu, en fait, tu peux accueillir. Moi, maintenant, je fais l'exemple dans une famille. Et, en fait, tu peux avoir des parents qui accueillent tous leurs enfants, ils leur donnent à manger, ils les accueillent en tant que leur enfant, mais ils voient pas l'unicité de chacun, la distinction de chacun, les talents de chacun. Tu vois comment? Ils les traitent un peu tous pareil. C'est la différence entre voir la profondeur de la personne. L'unicité, en fait. Oui, ouais. Tu peux accueillir la personne, très bien, mais je peux t'accueillir. Moi aussi, dans la relation, je peux t'accueillir et je t'accueille pareil que j'accueille Laetitia. Et que j'accueille les filles ici devant, Marthe et Marie. Voilà, je me souviens de quelques prénoms. Et je peux vous accueillir. Je suis très accueillante, tu vois. C'est une tolérance. On se sent pas. Je sens que tu es gentil avec moi, mais je ne sens pas que tu m'acceptes quand tu te connais. Il n'y a rien de particulier, quoi. C'est plus profond, en fait, le fait de te reconnaître. L'accueil, c'est le premier step, et le deuxième, c'est vraiment la reconnaissance. On ne peut pas reconnaître sans avoir accueilli. Et c'est intéressant ça. On ne peut pas reconnaître sans avoir accueilli. Parce que reconnaître, c'est vraiment. Oui. On a accepté la personne, mais on doit voir aussi du coup plus son intérieur, comprendre. Oui, mais en même temps, je peux te reconnaître. Je peux te reconnaître. Mais je t'accueille pas. Je mets une distance. Parce que tu es antipathique pour moi. Tiens, je sais pas, mais c'est intéressant cette question. Est-ce que les deux choses, c'est une conséquence de l'autre, ou est-ce que je peux accueillir sans reconnaître, ou je peux reconnaître sans accueillir? Moi, je pense que je peux reconnaître sans accueillir. Je peux reconnaître comme tu es, et après, il y a Marthe et Marie. En fait, toi, je t'accueille pas, et elles, je les accueille, par exemple. Mais je vous reconnais différentes. Vous ne savez pas en toi, puisque vous ne m'avez pas accueilli d'abord. Non, parce qu'il y a une connaissance. Il y a une connaissance.
Ouais, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais réfléchir davantage là-dessus. Ouais, merci pour la question. Ouais. Très bien. Alors là, il y a un petit trou. Hein, je vais le remplir quand même. Encore un tout petit peu de patience. Et en fait, c'est encore trois concepts qui sont quand même importants. Après, c'est fini avec les concepts structurels, disons comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là au milieu? Alors, juste, je vais faire comme ça. Et donc, ça, je tenais, voilà, à définir parce que ça, c'est proprement justement la personne. Hein, avec les trois, lui les appelle transcendantaux personnels. Hein. Donc, anthropologie transcendantale, les transcendantaux ou radicaux personnels. Donc, ce qui est radicalement la personne. Hein. Et là, il y a en fait, on va faire comme ça on va être précis. Parce que vous devez savoir, moi j'ai une sœur qui est graphiste et me dit toujours, Daria, soigne bien ton schéma, parce qu'après les gens vont être perdus, écris bien tout le mot, structure bien. Mais elle a raison, parce que, vous voyez, elle est très... Donc j'y tiens. J'ai toujours là ma sœur qui me donne ses conseils. Et donc, en fait, ici, il y a encore 3 éléments. Je vais les mettre en noir. Le premier, deuxième et le troisième. Alors, le premier et le deuxième sont des éléments qui ont été aussi découverts par Aristote. Hein, donc, ça fait très longtemps. Voilà. Ils font partie... En fait, c'est comme des instruments. Hein, vous devez imaginer comme des instruments. En fait, ici, si vous voulez, vous avez comment on pourrait dire, je sais pas, le noyau dur comme ça de là. Mais après, il faut des instruments qui mettent en marche ce moteur-là. Hein, c'est le moteur là. Hein. Mais il faut quelque chose. Bon, je peux pas faire des analogies des moteurs parce que je comprends rien du tout. Mais s'il y a des ingénieurs ici, on pourrait développer des analogies. Ça serait intéressant. En tout cas, ces deux, en fait, c'est le terme, disons, philosophique, c'est habitus inné. Habitus, en fait, ça vient d'habitude. Hein. En fait, les vertus, c'est des habitus. Les vertus. Alors, je sais pas, moi, je suis une personne imponctuelle. Je suis pas très ponctuelle. Et du coup, je m'efforce pour être ponctuelle. Alors, je travaille avec ma volonté pour arriver à l'heure. Et du coup, j'acquiers l'habitus de la ponctualité, par exemple. Hein. Et ça, c'est des habitus que je dois rien faire. En fait, je les ai de fabrique, hein, du départ. Hein. Donc, je dois rien faire. Ils fonctionnent. Hein. On les a reçus aussi. Hein. Donc, il faut remercier. Alors, ces deux-là travaillent pour le cœur, disons, le moteur de la personne, pour la personne. Et le troisième, par contre, il fait partie, vous voyez là, fait partie de l'âme. Hein, il fait partie de la partie, il s'occupe de la partie inférieure de la personne, la partie manifestative. Alors, je vais commencer par en haut. Le premier, ici, c'est l'habitus, je mets H-I, habitus inné de sagesse. L'habitus inné de sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'habitus inné de sagesse, en fait, il y a un terme que j'aimerais vous donner correct. Voilà, atteint. Il a la capacité d'atteindre. Donc, nous, on a cette liberté, cette coexistence, cette connaissance, amour personnel, boum, là, comme ça. Et à travers l'habitus inné de sagesse, on arrive à atteindre l'être des autres personnes. Donc, nous met tout ça en mouvement. Et tout ça, quand marche toujours ensemble. Donc, dès qu'on connaît, on aime, dès qu'on est en coexistence. Hein. Ah, du coup, ça vient une réponse à ce qu'elle disait, elle. En fait, ces trois, quand ils sont activés par l'habitus inné de sagesse, ils travaillent toujours ensemble. Donc, dès que je connais, j'accepte. Donc, c'est vrai, c'est ce que tu disais. Donc, du coup, ouais. Mais bon, j'ai la liberté de... Bon, voilà, on va pas rentrer dedans. Alors, habitus inné de sagesse.
c'est celui qui va vers, donc il atteint le cœur des autres, hein? Donc des personnes. Donc mon habitus inné de sagesse et le vôtre aussi, en ce moment, atteint. En fait, on reçoit tellement d'informations dans notre esprit, dans notre personne. Et là, en fait, j'ai une bonne perception avec vous. Et ça m'encourage à aller de l'avant, à vous raconter des choses, à faire des exemples. Non? Mais ça, c'est des informations qui m'arrivent par l'habitus inné de sagesse. Vous voyez? Et vous avez la même chose même avec toutes les personnes qui sont ici présentes. D'accord? Celui-là, demain, on parlera pas mal de la sagesse. Hein? Parce que justement, à voir avec les relations. Ensuite, le deuxième habitus inné. Ah, pardon, juste une petite chose. J'ai parlé du fait que va vers les autres, mais en fait, il a aussi un mouvement vers nous-mêmes. Parce que j'ai parlé d'une ouverture à l'extérieur. La personne est ouverte vers l'extérieur et ouverte vers l'intérieur. Donc nous aussi, on a une ouverture. Donc, en fait, c'est par l'habitus inné de sagesse que nous, on perçoit qu'en nous, il y a quelque chose de grand, de profond. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous, comment dire, nous, on est cette personne, mais nous, on n'a pas accès complètement là-dedans. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que justement, quand le préado comprend qu'il a un trésor à l'intérieur de lui-même, il est en train de se connaître. Mais si moi, je vous pose maintenant la question, vous, qui vous êtes? Avant de commencer cette conférence, Anne me posait la question, comment je te présente? Qu'est-ce que je vous ai raconté de moi? Quel était mon curriculum, mes études? Hein? Là, vous voyez comme je me présente et ce que je fais dans ma vie. Je vous ai rien dit de ma personne, en fait. Vous voyez? Mais parce que je ne le sais pas même pas. C'est-à-dire, c'est hyper difficile. Hein? Et alors, on se dit, oui, mais alors, c'est quoi cette histoire? Je veux dire, on est ça, mais on n'a pas accès à ça. Qui a accès là-dedans? Est-ce que vous avez une idée? Qui nous a créés? Non, nous n'avons pas accès. Alors, nous avons accès de manière indirecte, à travers une relation qui est justement celle-ci. C'est-à-dire, là, je ne sais pas très bien comment faire cette flèche. Non, parce que normalement, je la faisais toujours comme ça. Mais après, une personne m'a dit, mais écoute, Daria, nous, on est en relation avec notre Créateur à travers toute notre personne. Donc, peut-être il faut faire tout ça. Mais bon, et c'est intéressant comme... vous voyez, on apprend toujours en parlant avec des gens. Voilà. Hein? Donc, c'est à travers cette relation-là, parce que, en fait, Saint Augustin disait une chose que moi je trouve qui est très, très intéressante d'un point de vue aussi psychologique. Et il disait, dans les confessions qu'il a écrites dans son livre, et il parle à Dieu, il dit, toi tu es plus intime à moi que moi-même. Donc il parle, en fait, il perçoit qu'il y a une présence à l'intérieur de lui. Et donc nous, on se connaît que dans cette relation. Parce qu'en fait, c'est de là qu'on vient et c'est lui qui nous a créés. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est, je dirais essentiel, ou plutôt c'est la seule possibilité de se connaître un minimum, c'est d'être en relation avec notre Créateur? Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que les personnes qui croient en Dieu, est-ce qu'elles ont une certaine relation avec leur Créateur? Moi, je pense qu'ils ont une relation. Je pense que c'est pas une question de religiosité, mais c'est une question de spiritualité. Mais si quelqu'un de tout le monde ne développe pas forcément je sais pas, peut-être que je me trompe. J'imagine que tout le monde se pose des questions existentielles, mais est-ce que tout le monde va aller jusqu'à
jusqu'à approfondir une spiritualité? Une spiritualité, je pense que oui. Je te fais un exemple. Hein. Moi, j'ai vu que cette manière d'expliquer avait beaucoup de résonance dans les artistes, par exemple. Une personne artiste fait quoi, en fait? Un artiste, est-ce qu'il y a ici des gens qui sont artistes? Non. Est-ce que je suis sûre que vous êtes tous artistes parce que il y a une manière de peindre, il y a une manière d'écrire. Vous écrivez peut-être des chansons, des poèmes, je sais pas. Mais en fait, c'est quoi? C'est une manifestation d'une unicité. En fait, je pense que dès qu'une personne perçoit et reconnaît et soigne son unicité, on peut dire que c'est une personne qui a une sensibilité spirituelle. Parce que reconnaît tout ça. Et du coup, reconnaît qu'il y a là un trésor qui ne s'est pas donné soi-même. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui, même sans être justement dans une foi ou dans une religion, ont cette relation. Ont cette relation parce qu'ils vivent l'amour. Et, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé ce que dit Edith Piaf à la fin de sa vie. Moi, je priais parce que je croyais dans l'amour. En fait, je sais pas, moi, ça m'a beaucoup touché ça. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui croient, ils vivent l'amour dans les relations. Et du coup, ça les met en contact avec ça, forcément. Vous voyez, même, et je pense qu'un artiste mais je veux dire, ça c'est mon opinion. Hein. Après, on peut en discuter. Justement, moi je lance des choses. Après, on a le temps de discuter pendant ce week-end. Mais je pense que une personne vous voyez, je vais vous expliquer une chose. Et quand moi j'ai étudié, je fais mon parcours de psychothérapie, de psychothérapeute. Moi, je suis quelqu'un de croyante. Et je me disais, mais moi, je crois qu'en fait, cette relation est très importante. Mais moi, j'en parle pas dans la psychothérapie parce que les gens viennent pas pour ça. C'est pas l'accompagnement spirituel, c'est une psychothérapie, vous voyez. Donc, je dois rester là, mais c'est juste. Mais après, je me suis rendu compte que petit à petit, pendant que j'accompagnais les gens, sans parler jamais de Dieu, les gens arrivaient à avoir un contact plus profond avec cette partie-là et à toucher à une liberté et à une capacité d'amour plus grande, sans parler de quelque chose d'extérieur à elle, voyez. Et là, je me suis dit, mais en fait, elle rencontre en quelque sorte Dieu sans le savoir, en fait, voyez. Et ça, c'est une expérience que j'ai faite et je me suis dit, vous voyez, par exemple, une personne qui vient en thérapie et dit « Moi, je me sens pas libre parce que, justement, le jugement des autres est très, très important pour moi, mais est plus important même le jugement des gens inconnus à moi, des gens de la rue, que le jugement des personnes de ma famille. » Et vous voyez qu'elle manque de liberté, en fait. Je veux dire, on est bloqué complètement ici. Et comment les amener à une liberté intérieure? Je veux dire, le fait de pouvoir vivre sans cette peur, en fait, et pouvoir prendre aussi des décisions libres et qu'elles puissent choisir le bien pour leur vie, en fait. Donc, du coup, moi, je me suis dit, mais si on arrive à amener les gens à ce niveau-là, à s'écouter en profondeur, ben, voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ça. Je veux dire, c'est là-dedans où il y a cette rencontre. Moi, je crois. Après, une autre personne, peut-être, ne voit pas cette rencontre, mais c'est très bien. Ça va, je veux dire, on peut rester là. Ça va? Oui. Et du coup, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont obligatoirement fait un chemin intérieur? Oui, c'est un chemin intérieur. C'est un chemin intérieur. Et pourquoi je parlais avant des artistes, juste pour clore? Parce que je pense que quelqu'un qui est artiste a fait en quelque sorte un chemin intérieur. Et à un certain moment, désire manifester par son art la richesse qu'il y a à l'intérieur. Je pense, hein. Je sais pas. Moi, c'est comme ça que je vois l'art, la beauté, la bonté et la vérité. Je veux dire, finalement, se rejoint les choses. Donc, c'est une question, c'est pas une question religieuse, mais c'est une question de reconnaître la grandeur de chaque personne spirituelle.
Voilà. Et donc, habitus inné de sagesse. Le deuxième, habitus inné des premiers principes. C'est quoi? L'habitus inné des premiers principes, c'est celui qui nous ouvre vers le monde, le réel. Donc, tout le cosmos, tout... Un petit enfant qui pose une question sur, je sais pas, la loi de gravité, pour des choses, tu te dis, non, mais attends, ce petit-là, waouh, il a beaucoup de neurones. Non, mais c'est l'habitus inné des premiers principes. En fait, nous, on est ouvert à la réalité. Hein. Tout le monde a été créé pour nous. Je veux dire, on est partie intégrante de ce monde. Donc, c'est une ouverture hein, vers, je sais pas, je fais un rond comme ça, le cosmos. Hein. Et c'est aussi la question d'où vient ce monde, qui a créé ce monde, toutes les questions en fait, voilà. Aussi la physique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui étudie les études d'ingénieur, physique, chimie, hein, a un habitus inné de premier principe très développé. Moi, je suis plus vers l'habitus inné de sagesse. Moi, je suis assez nulle là-dedans. Mais bon, je pense aussi avoir un habitus inné, parce que tous, on a ces habitudes. Après, on les entraîne. On peut aussi les entraîner. On peut les entraîner si on sait qu'on les a. Sinon, hein, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Le troisième, c'est celui qui est le plus intéressant. Peut-être celui qu'on connaît un peu plus, sans savoir qu'on le connaît, mais il a un nom un peu bizarre et c'est habitus inné, ça s'appelle Sandérèse. Pas Sainte Thérèse, mais Sandérèse. Sandérèse. Ça veut dire quoi ce nom? Ça c'était Saint Jérôme dans le siècle IVe qui a découvert ça. En fait, ça coïncide avec le moi freudien. Vous voyez, Freud, qui a parlé du moi. Hein. En fait, le moi, on pourrait dire la personnalité. En fait, c'est ce que... Ça, c'est important parce que là, c'est un peu la... Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait, l'habitus inné de Sandérèse? En fait... il fait en quelque sorte le pont entre cette partie-là, plus profonde, que Freud appelait l'inconscient, voilà. Mais là, c'est un peu plus défini et c'est plus intéressant, je trouve, comme approche. Et la partie manifestative. En fait, l'habitus inné de Sandérèse manifeste ici ce que nous on perçoit à ce niveau-là. Ça, en fait, c'est le cœur de la personne, la partie profonde. Hein. Et l'habitus inné de Sandérèse prend tout ce que nous on perçoit et le manifeste. Ah, je ne l'écris plus, on le fait en bleu. Et manifeste à travers l'intelligence, à travers la volonté et à travers le corps. Ça veut dire quoi, cette manifestation? Ça veut dire que, en fait, là, on a parlé avant des deux mondes. Hein. On pourrait partager comme ça, deux mondes. Et en fait, vous savez qu'est-ce que c'est un symbole? Un symbole, c'est une réalité qui manifeste quelque chose de, voilà, qu'on ne voit pas. Par exemple, le cœur, le symbole de l'amour. L'amour, on ne le voit pas. Le cœur, voilà, on le voit, on peut le dessiner, on peut, voilà, le construire. Alors, le symbole, c'est une réalité matérielle, concrète, qui représente une réalité spirituelle. Donc, qu'est-ce que fait la Sainte Thérèse? Créer des symboles pour manifester, dans la partie manifestative, ce qui se passe là-dedans. De manière très concrète, l'intelligence. L'intelligence, la Sainte Thérèse crée des rêves. Les rêves sont symboliques. Nos rêves, en fait, nous, dans notre société occidentale, en fait, on ne prête pas d'attention beaucoup aux rêves. Mais les rêves, c'est très intéressant parce que c'est des élaborations symboliques de ce qui
de ce qui occupe notre esprit en fait pendant la journée. Hein. Après, si vous voulez, on développe tout ça, on rentre là-dedans, mais un peu, après, le corps, notre corps, on a dit au départ, non, le corps est biologique, on a des fonctions pour vivre, pour se reproduire, pour l'espèce, tout ça, très bien. Mais il a aussi un côté symbolique. Je veux dire, notre corps manifeste aussi symboliquement qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et là aussi, on développe, si ça vous intéresse davantage, et la volonté, la même chose, c'est-à-dire que la volonté, souvent, nous, on pense que c'est l'intelligence qui bouge la volonté. Mais des fois, on fait des choses, et quelqu'un nous pose la question, pourquoi tu as fait ça? Je sais pas, c'est sorti comme ça. C'est comme s'il y avait la Sainte Thérèse qui bouge direct la volonté, et on fait des actions, mais qui n'ont pas vraiment une explication rationnelle. Mais c'est, je sais pas, là, si vous allez réfléchir un tout petit peu, il y a des gens qui sont extrêmement rationnels, qui disent « Oh, tout ce que je fais, je l'ai bien pensé ». Moi, je suis sûre qu'on trouve toujours des choses que, des fois, n'ont pas vraiment une explication rationnelle. Je vous fais un exemple. Par exemple, j'avais connu une fille qui disait quand elle sortait d'une pièce, elle avait besoin d'allumer et d'éteindre la lumière. Je dis, pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Des choses un peu, on pourrait dire, un peu bizarres, mais on peut pas s'empêcher de le faire. Et c'est pas forcément des tocs, hein. C'est pas des... Oui. C'est les actes manqués, exact. Oui, c'est les actes manqués. Ouais. Ça, c'est les rêves. Et ça, on pourrait dire que c'est les gestes. C'est le geste. Le corps manifeste avec le... Il y a un anthropologue français Marcel Jusse, qui a fait une anthropologie du geste qui est super intéressant. C'était un professeur à la Sorbonne et il a développé toute une anthropologie justement pour expliquer en fait le geste, comme la personne se manifeste à travers le geste. Et nous, si vous remarquez, il y a des gestes. C'est vrai qu'on est très mimétique, hein. Je veux dire, tu fais les mêmes gestes que ta mère, vous vous rassemblez entre sœurs, vous avez les mêmes gestes. C'est vrai mais après, il y a des gestes qui sont très à nous, hein. Et même la manière de marcher. Je veux dire, on voit quelqu'un dans la rue qui ressemble... Non, elle marche pas comme ça. Non, mon amie, non, elle marche différemment. Et des manières de poser, je veux dire, d'être, hein, dans notre corps. Et ça, c'est aussi intéressant, le geste. Le geste, les somatisations, en fait. Si. J'ai pas bien compris ce que c'était les actes manqués. Les actes manqués, c'est des actions qu'on fait, mais qui n'ont pas forcément une explication rationnelle. Okay. D'accord? Normalement, ce qu'on fait, on le décide avec l'intelligence. Mais des fois, on fait des choses... je sais pas, ça pourrait être, par exemple... oui, un exemple. Je sais pas, un monsieur qui, en rentrant chez lui, il achète des fleurs pour sa femme. Il arrive et sa femme dit « Pourquoi tu m'achètes ?» Je sais pas, j'avais envie, comme ça. Et peut-être il avait oublié, mais c'était juste le jour de mariage, par exemple, l'anniversaire de mariage, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui l'a bougé à faire cet acte, tu vois. Mais en fait, lui, consciemment, il n'est pas conscient de ça. Ça, c'est un joli mot. Si on compare avec votre exemple de tout à l'heure, avec la lumière... Mais c'est que là, la personne n'a pas encore compris qu'est-ce que ça veut dire. Alors, en fait, quand on a des actes manqués, comme quand on a des gestes, des somatisations, ou quand on a des rêves, c'est pas évident de remonter à qu'est-ce qui a touché l'esprit, en fait. C'est pas évident. Et parfois, il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il y a des réponses, mais c'est que des fois, ils n'arrivent pas à la conscience.
c'est que en fait là, nous disons, on a beaucoup plus d'informations. On est complètement toute la journée submergé, merci, par des informations, par des connaissances, mais heureusement, pas tout arrive parce que on serait. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de la nuit. La nuit, c'est quoi? En fait, moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas du tout dormir. Pour moi, dormir, c'était une perte de temps. Je veux dire, il faut faire des choses, il faut profiter de la vie, quoi. Et à un certain moment, j'ai compris, le sens de la nuit. Parce que, il y a aussi une autre chose. Je me souviens, quand j'étudiais la psycho, j'avais suivi des cours de neurophysiologie. Donc, c'était avec la faculté de médecine, parce que j'étais beaucoup intéressée à la physiologie du cerveau et à tout le côté, cognitif et tout. Et le prof, je me souviens qu'il expliquait les mécanismes qui passent du veille au sommeil, toute la neurophysiologie du cerveau, hyper intéressant. Et lui, je me souviens, il disait, on ne sait pas pourquoi on dort, en fait. Parce que le fait de dormir, pour l'espèce, pour tous les animaux, mais aussi pour nous, les humains, c'est, on est prédateur. Quand on dort, on est proie. Quand on dort, il y a le prédateur qui peut te manger ou t'attaquer. Donc en fait, pour l'espèce, c'est quelque chose qu'on aurait dû perdre, en fait, pour se développer toujours mieux. Vous voyez le raisonnement? Et lui, il dit, on n'a pas encore compris le pourquoi vraiment de... Bien sûr, on sait que pendant les cycles, on a différents cycles dans le sommeil. Et pendant ces cycles, les premiers cycles, c'est pour restaurer en fait le corps. Et donc, c'est tout le système immunitaire, gastro-intestinal, circulatoire. Tous les premiers cycles sont importants pour le corps, et les cycles suivants, on va restaurer l'intelligence, la mémoire. C'est pour ça que j'ai dit aux étudiants, je vous le dis aussi, quand vous avez beaucoup étudié, beaucoup de travail intellectuel, vous devez dormir plus. Parce que si vous dormez plus, vous avez les cycles qui vont renforcer votre intelligence, vos mémoires et vos compétences cognitives. Autrement, vous allez perdre tout ça. Donc, plus on a du travail intellectuel, plus on a besoin de sommeil. Pas pour ces cycles. Mais en soi, on aurait pu développer autre chose qui soit utile à faire tout ça. Mais là, avec cette explication, je comprends mieux qu'est-ce que c'est le sommeil. Parce qu'en fait, pendant le sommeil, l'intelligence est out. Volonté out, le corps out. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe là, c'est le moment de l'esprit. Et cette partie-là, c'est pour ça aussi, c'est très important, cette ligne ici, qu'on a mis avant. Parce que ici, on est tout le temps dans le présent. Le temps, c'est ici le temps. Le passé et le futur. Et aussi le présent, passé, futur. Donc, là, donc du coup, tout ce que nous, on a vécu, mais depuis le moment zéro de notre conception, les 9 mois, tout, on l'a inscrit dans notre esprit. Et on le porte avec nous. Ça, c'est impressionnant. Et la nuit, ça ressort. Ouais, avant, je vous ai dit, l'enfant, il vit là. Les enfants très petits, ils ne s'orientent pas dans le temps. Je veux dire, un enfant petit, si toi, tu es là avec les jouets et après tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as fait à l'école maternelle ou, je sais pas, à la crèche ou, je sais pas comment vous l'appelez. Et lui, il te regarde, il dit, écoute, on joue. Je veux dire, on est là. Hier ou ce matin, c'est passé. Il vit dans le présent, l'enfant petit. Et nous, quand on devient adulte, souvent, on passe et on commence à vivre ici. Et on commence à... il y a beaucoup d'adultes qui vivent beaucoup dans le passé, dans les souvenirs, et d'autres adultes qui vivent beaucoup dans le futur. Donc toute l'anxiété du futur. Un futur que peut-être n'arrive pas. Ou on se l'imagine, mais peut-être est tout autre. Ce qui est intelligent et sage, c'est vivre dans le présent. Bien sûr qu'on doit
la personne humaine est aussi quelqu'un, est fait de projets. Hein. C'est bien de faire des projets, c'est très bien. Parce qu'on remplit aussi le présent des projets. Mais des projets, c'est pas forcément de voir le futur avec justement l'angoisse, non? Et donc le temps, et ça c'est présent. Du coup, la nuit, on retourne et on retravaille tout ça. Tout ce qui est inscrit là. Donc il y a quand même une élaboration. Hein. Donc le sommeil est vraiment très très important. Oui. Les animaux, ils ont quoi sur ce schéma? Alors les animaux, ils ont la partie âme, une âme animale, et le corps, c'est-à-dire le corps animal. Hein. Nous, on partage ce côté-là biologique, on le partage avec le monde animal. Moi, je pense même les plantes aussi. Je veux dire, âme, le concept d'âme, c'est ce qui vivifie en fait la partie matérielle. Hein. Donc, même une plante, jolie plante, il faut les soigner les plantes. Et ils sont vivantes, c'est des êtres vivants. Et d'ailleurs, si on met ici en disons, pour voir un tout petit peu, enregistrer les ondes, les plantes émanent des ondes. Et les animaux aussi, et nous aussi. Il y a un champ magnétique. Donc c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Donc il y a une vivification comme ça qui est. Donc c'est au niveau de l'âme. L'âme animale. Mais par exemple, un animal n'a pas de liberté. Je veux dire, si je te mets là maintenant devant toi un bout de fromage, et toi tu es en train de faire une grève de faim pour les droits de l'homme ou pour la paix en Palestine, tu vas pas le manger. Un animal va le manger. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas cette liberté. Il a une liberté de choix dans le sens, il choisit quand même, hein, mais c'est à ce niveau-là, la liberté animale. Hein. C'est pas une liberté native de destination, coexistence. Je veux dire, il y a des animaux qui sont faits pour vivre avec les autres, les loups, les dauphins. Hein. Il y a des animaux qui sont seuls. Hein. Vous voyez le lion, par exemple. Vous savez pourquoi le lion est le symbole de la paternité? Parce que les lions, c'est les seuls. En fait, on a observé que c'est les seuls qui le lion mâle, il est toujours avec les petits, ses petits, et avec les femelles. Après, les femelles vont chercher à manger et tout. Lui, il est là qui joue avec les petits. Et après, le soir, en fait, il laisse là avec les léonesses, on dit léonesses, lionnes. Et lui, il va marquer le territoire. D'accord? Mais il est très familial, le lion. Par contre, le tigre va seul. Le léopard, le guépard, je sais pas si je dis juste, voilà, tous les autres vont seuls. Les autres félins vont seuls. Le lion, il va en famille. Donc, il a le père, le symbole du père. Quand tu demandes aux enfants de dessiner un animal pour chaque personne de la famille, souvent ils choisissent le lion comme le papa. C'est un symbole de paternité, mais qui vient d'une connaissance, disons, de comportement animal. Oui. Oui, beaucoup de questions. Voilà. Oui, non, je voulais juste savoir, moi, la partie rationnelle du coup, de l'être humain, elle est dans l'âme ou elle est dans l'esprit? Alors, la partie rationnelle est dans l'âme. Ah oui, parce que c'est l'âme, ici, le psychisme. L'animal a une partie rationnelle, c'est-à-dire a une certaine intelligence. Oui, mais la partie logique en mode ça, je ne le mange pas parce que... L'abstraction. Parce que les animaux fonctionnent beaucoup par l'instinct. Oui. C'est une partie rationnelle animale, justement, oui, ça c'est vrai. Mais il a aussi une capacité d'apprentissage. Hein? C'est-à-dire que s'il comprend que le prédateur il vient de là, donc il va se cacher là. Donc il y a quand même... Mais c'est vrai que nous, on a une partie rationnelle beaucoup plus évoluée. Et qui est située du coup dans l'âme. Exactement. Ça, c'est la partie... Alors, notre intelligence et notre volonté, c'est deux puissances qui ont une capacité de croissance sans limite, en fait, on pourrait dire. Mais en fait, il y a une limite. La limite est organique.
C'est-à-dire que moi, je peux étudier, apprendre beaucoup de choses tout le temps et tout. En fait, je pourrais non-stop la faire grandir, cette capacité. Hein. Mais le stop vient du côté biologique, c'est-à-dire qu'à un certain moment, mes neurones... d'accord ? Mais en soi, la puissance en soi est faite pour dire... merci beaucoup pour cette question parce que en fait j'ai oublié de dire une chose par rapport à ça. La même chose c'est pour la volonté. Je peux faire des choses, au bout d'un moment je me fatigue. Mais en fait je pourrais toujours faire des choses, être créatif, faire bouger, construire, des projets. Mais au bout d'un moment il y a une limite aussi. Hein. Et la même chose pour le corps. Hein, le corps grandit, et à un certain moment, voilà, on commence à vieillir, il y a les maladies, tout ça. La seule partie qui continue de grandir, toujours, mais pour l'éternité, c'est l'esprit. Hein? L'esprit, c'est la seule partie qui peut continuer qui a une croissance illimitée. Hein? Et c'est pour ça que Paulo, en fait, il prenait ce concept de Eckhart, il disait... pour moi, disons, il a choisi en fait un adverbe. Il dit la personne, c'est un adverbe, c'est adémas, donc du surcroît. Donc la personne humaine a, disons, le côté spirituel peut toujours grandir, se développer. Et ici, moi je l'ai construit comme ça, parce que vous voyez, ici il y a quand même une hiérarchie. Hein? Il y a une hiérarchie, c'est-à-dire ce qui est plus haut illumine ce qui est plus bas. Hein? C'est-à-dire ce qui est plus haut est davantage de ce qui est plus bas. Donc il y a une hiérarchie dans notre personne. Et ça c'est la partie, la partie plus celle qui va rester. Ouais. Ça va ? Oui. Et les émotions, c'est où dans le schéma ? Alors, les émotions sont liées au corps. Les émotions sont physiques. Nous, alors, après, c'est toujours une question de terminologie, parce que émotion, sentiment, affect, non ? Paulo, lui, il l'écrit comme ça. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, en fait, ici, il y a les sens, les 5 sens. Après, des sens viennent les sensations. Et du coup, les émotions, en fait, c'est des réactions de l'organisme. Parce que les animaux aussi ont des émotions. Il y a les émotions de base, la peur, le dégoût, la tristesse, la joie. Et il y en a un autre, la surprise. Et en fait, les émotions, c'est des réactions à l'environnement. Donc, c'est comme notre corps réagit. Donc, normalement, les émotions, il y a ce qu'on appelle un arousal, donc un vroom, et après ça passe. Non, c'est quelque chose qui va et vient. Donc, c'est moins stable que, par exemple, les sentiments. Lui, il les met dans l'âme. Intelligence volonté. Intelligence volonté s'intéresse, le moi, dans le moi. Les sentiments, c'est plus à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose de plus stable que les émotions. Sont moins qui part. Sont plus stables et sont plus par rapport aussi, justement, à des décisions qui prend le moi. Et par contre, quand il parle des affects, il les met dans l'esprit. C'est-à-dire les affects de l'esprit, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus stable dans la personne. Et ça a à voir avec justement le lien avec comment, avec ma connaissance personnelle, je donne raison en fait de qu'est-ce que je fais dans ce monde, les questions existentielles, est-ce que j'ai un espoir ou pas, désespoir, par rapport un peu à comment je oriente mon esprit par rapport à la réalité spirituelle en fait.
Donc, ouais, ça c'est... Oui, Marie. Ouais, tout à l'heure, quand tu parlais des vertus, tu Oui. as donné l'exemple de la ponctualité, par exemple, donc ça se travaille avec la volonté. Oui. Et du coup, les habitudes innées, comment on peut les travailler parce que, Alors, oui, merci. Donc, comment on peut... déjà, le fait d'être conscient que les habitudes innées sont là, et on peut les écouter. En fait, moi, je pense que nous, on est très habitués à... presque, on a plus de confiance dans l'intelligence que dans notre connaissance personnelle. Et combien de fois, on s'est dit, ouf, j'aurais dû suivre mon intuition. Je veux dire, combien de fois, après, on a raisonné et on a changé. Alors, ça ne veut pas dire que la première réaction est toujours la meilleure. C'est pas ça que je veux dire. Mais qu'il y a une capacité de connaître en profondeur qui est très importante et qui est très profonde. Et donc, je vous fais un exemple. Si je rentre le soir, moi je ne sais pas si Paris c'est une ville dangereuse ou pas, mais on peut passer par des rues et avoir une intuition un peu de danger, voyez? Alors, on peut rationaliser ça et dire, mais non, on nous a dit que Paris c'est une ville très sûre. Mais moi j'ai une intuition. Et souvent, c'est bien d'écouter ses intuitions. Parce que on a perçu quelque chose, on n'a pas vu quelqu'un, mais peut-être on a senti. Ouais. Donc, je pense que c'est une question de s'écouter. Comment on peut travailler l'habitude innée de sagesse? C'est de s'écouter en profondeur. Déjà, de donner espace, de savoir que ça existe et de donner espace à ça. Parce que ici, j'ai parlé des rêves, mais ici, en fait, il y a aussi quelque chose qui est aussi important, c'est les intuitions. Les intuitions, les inspirations. Intuition, inspiration. Donc, des fois, je pense que ça vous est déjà arrivé de, je sais pas, tout à coup penser à une personne, à une amie ou à votre maman ou à votre frère, je sais pas, à quelqu'un, et dire pourquoi maintenant ça me vient cette personne à l'esprit, et du coup, après vous appelez cette personne, lui envoyez un message, et cette personne avait besoin de vous ce moment-là, ou elle allait vous écrire au même moment, non? Alors, c'est quoi? Je veux dire, avec les personnes qu'on aime, on les met dans notre cœur, donc on a une coexistence. Donc, c'est pas une télépathie, c'est vraiment on est en coexistence avec les gens. Oui. Est-ce que l'intuition, c'est pas lié justement, comme c'est rattaché à l'extérieur, du coup, c'est pas lié au divin, du coup, cette intuition? L'inspiration. Oui. L'inspiration. Oui, en fait, le terme intuition n'est pas très... Le terme intuition, j'aime pas trop. C'est plutôt inspiration. Je vais l'effacer. Pardon pour... Mais oui, c'est-à-dire, ça vient en tout cas de notre esprit. Pardon. Qui touche notre esprit? On a dit, nous, on a une ouverture extérieure, donc tout ce qui est externe à nous, mais aussi une ouverture intérieure. Donc, si à l'intérieur de nous, il y a une présence de celui qui nous a créés, il y a des inspirations qui viennent aussi de lui. Oui, absolument. Et donc, ouais, l'inspiration, c'est important d'écouter les inspirations. Oui. Alors, je voudrais revenir sur la question des émotions et sentiments. Oui, la question des émotions. Votre définition, votre vision du mot amour, du coup, vous avez dit que les sentiments et les émotions sont du côté âme, et pour le reste, l'affect du côté esprit. Et comment vous spécifiez l'amour, en fait? L'amour? Oui, parce que là, je vois qu'il y a l'amour personnel, du coup, qui fait partie de tout ce qui est... Oui, en fait, l'amour personnel, c'est la personne. Donc l'amour, on dit, mais alors l'amour, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'amour, la personne est amour, c'est-à-dire est capable de recevoir l'amour et de donner l'amour.
Et, si vous voulez, c'est comme si, parce qu'après, justement, c'est toute une question de terminologie. Hein. On peut lire beaucoup de bouquins. Moi, je lis beaucoup d'auteurs et chacun fait un peu sa catégorisation un peu différente et tout. Mais moi, je me suis un peu, je pensais un peu que ça pourrait s'expliquer comme ça, que ici, il y a un amour personnel qui se manifeste, hein, en tant que sentiment quand je prends le choix, par exemple, de coexister avec quelqu'un. Hein. Alors, j'ai un copain, j'ai des amis, non? Donc, et du coup, je leur manifeste de l'amour. Il y a des moments où il y a des émotions d'amour. Hein. Donc, c'est un peu, ici, ça montre un tout petit peu, disons, ça illumine et ça descend, ça se manifeste à différents niveaux. Et ce qui change, c'est la manifestation. Je peux avoir disons, des émotions d'amour, hein, mais si j'ai des émotions d'amour, c'est que là, il y a un amour personnel qui est en jeu. C'est-à-dire, c'est ça qui provoque. Donc, sans amour personnel, on ne peut pas manifester ou extérioriser cette émotion vis-à-vis de Non, c'est que l'émotion, c'est une réaction au milieu. C'est pas que tellement c'est plutôt une réaction. L'émotion nous arrive toujours on est touché par quelque chose et on réagit. C'est une réaction, l'émotion. Hein, justement, la peur. C'est qu'en fait, l'amour, je sais pas vraiment si le mettre dans les émotions. En fait, c'est pas dans les émotions, c'est plutôt dans les sentiments alors. C'est plutôt dans un choix que je choisis d'aimer quelqu'un. Disons, que je ressens de l'amour pour quelqu'un. C'est pas vraiment une émotion. Mais après, encore une fois, c'est une question de terminologie. Hein. En tout cas, l'amour, aussi il y a des personnes, des courants philosophiques qui disaient que l'amour a à voir avec la volonté. Je choisis d'aimer. Mais en fait, la volonté manifeste l'amour. Donc, quand j'aime quelqu'un, mais c'est un choix intérieur, profond et tout, je le manifeste après avec des manifestations d'amour. Mais l'amour, en fait, n'a rien à voir avec la volonté. C'est-à-dire, n'a rien à voir. Bouge la volonté pour manifester. Parce que moi, je peux bien aimer quelqu'un, mais si je ne lui manifeste pas, l'autre personne ne le reçoit pas, mon amour. Ça reste en moi. Vous voyez ? Je voudrais comprendre, justement, par rapport à tous ces sentiments, je reviens sur tout ce qui est animal, cet Oui. Attachement que les animaux ont Oui. vis-à-vis de leurs petits. Oui. Donc, Oui. là, du coup, on va peut-être pas forcément parler d'émotions, de sentiments, C'est d'instinct de survie, de protection. Ouais, c'est plutôt un instinct. Ouais. En attachement. Le chien, j'avais une fois entendu une histoire d'un chien qui allait toujours à la gare amener son maître. Après lui, il partait au travail. Le soir, le chien arrivait quand lui revenait. Et une fois, ce monsieur il a eu un accident. Et le chien, il venait toujours le chercher. Je veux dire, il avait appris ça. Et il allait toujours chercher et il n'arrivait pas et retourner à la maison. Donc, il y a quand même il peut y avoir un attachement, mais c'est de l'ordre presque d'apprentissage. Vous voyez, on parle pas là d'amour. Même si après, dans le langage courant, on parle d'amour. Hein. C'est pour ça que je dis, il y a aussi un terme de terminologie. Ouais. Oui. C'est juste là-dessus. Est-ce que du coup on pourrait dire que l'amour personnel c'est en fait ouvert à tout le monde en théorie, on est prêt à accueillir l'amour et à le donner à tout le monde, mais qu'après en fait par les sentiments on choisit de le manifester à telle ou telle personne Oui. En Oui, fait, c'est-à-dire l'ouverture est pour tout le monde. Ouais. Il y a une ouverture. Ouais. Oui, on peut dire comme ça. On est. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas un coupon, je veux dire, une limite. On peut toujours agrandir plus le cœur et accueillir plus personnes. Oui. Donc dans le schéma général. Oui, dans le schéma général. J'ai l'impression, donc on a comme ça, on a
un être intérieur qui est tout ça Mhm. et qui se manifeste à différents étages. Oui, Est-ce qu'il y a un lien inverse? Enfin, comment Oui. notre corps ou ce qui se passe dans notre Oui. intérieur, notre volonté vont venir influencer. influencer ce qui se passe à l'intérieur? Oui, Surtout parce que tu dis que ça grandit toujours. oui, Et du coup, comment ça grandit oui. Alors, en fait, il y a... je fais avec ça. Il y a un mouvement, en fait, d'en haut vers le bas, donc de manifestation, et il y a un retour, en fait. Oui. Et là, alors, au niveau de la volonté et aussi au niveau de l'intelligence. Hein? Et ça se devient toujours plus complexe. C'est-à-dire que, bien sûr, ce que nous, on manifeste et on fait dans nos œuvres, dans la manière dont on agit dans le monde, du coup, ça va en quelque sorte nourrir. C'est pas anodin si on choisit de bien agir ou de mal agir. C'est-à-dire de choisir avec honnêteté, justice, prudence, hein, ou d'agir justement avec manque de loyauté. Non, tout ça, ça a un reflet après sur notre personne. Et ça nourrit ou ça... Parce que tout dépend un peu, cette partie-là. En fait, cette liberté, justement, qui nous a créés libres. Donc nous, on peut nous ouvrir à ce lien ou nous fermer. Je veux dire, on est libre de choisir ce... Et la même chose envers les autres personnes. On est libre de, voilà, justement d'aimer toujours plus, d'ouvrir notre cœur toujours plus, ou de choisir 2 ou 3 amis et stop, fermé. Ça a une répercussion là, très forte. Déjà, lui, donc, alors, là, je dois faire un saut. On peut dire, ok, ça, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est. Et on peut aussi dire, par la révélation chrétienne, on sait que c'est un Dieu, 3 personnes. Okay? Quand on parle de personne, on parle de personne. Donc, la personne qui est Dieu, donc Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, est un Dieu coexistant. Déjà, on le voit dans les 3 personnes qui coexistent de la divinité. Libre, complètement libre. Pourquoi il a créé le monde? Parce qu'il avait envie. Je veux dire, il était libre. Et connaissant, omniscient, disons, on dit omniscient, omniscient et amoureux, complètement amoureux. C'est pour ça qu'il crée, parce qu'il veut partager tout ce qu'il a. Donc, du coup, si moi j'ouvre cette porte, ça peut grandir, et on arrive à une vie partagée avec Dieu. En fait, nous, on a été créés pour continuer à grandir, mais on peut grandir surtout dans cette relation. Cette relation est fondamentale. Parce que c'est celle qui vraiment nous... Avec les autres personnes, nous, on entre en relation avec notre moi. Demain, on approfondira un tout petit peu, justement, l'amitié par rapport à ça. Et donc, ça nous aide aussi à grandir parce que les autres voient en nous des choses que des fois, nous, on n'aperçoit pas et on s'entraide. Mais on est au niveau horizontal. Disons, la relation qui nous fait grandir le plus, c'est la relation verticale. Donc, si les relations, donc quand même s'ouvrir aux relations, c'est hyper important parce que ça nous permet aussi, mais si on s'ouvre aux relations et on ferme cette relation-là, qui encore une fois, et je veux pas dire que c'est une question religieuse, mais c'est une question de spirituelle. Et donc, si on ouvre, on peut continuer à grandir à ce niveau-là. Si on ferme et si on se ferme aux autres, on perd de coexistence. Du coup, on
on perd de liberté parce que on n'engage pas notre coexistence. On perd de connaissances personnelles, notre connaissance s'obscurcit en fait. C'est comme si, au bout d'un moment, plus on connaît, plus on a envie de connaître. Et si on se ferme parce qu'on dit, bah voilà, j'ai assez, bah ça se rétrécit. Et l'amour, bah c'est l'égoïsme, quoi. Je veux dire, on se ferme. Et donc là, ça se rétrécit en fait la partie de la personne. Voilà. Donc c'est dommage parce que c'est tellement grand tout ça que c'est beau de lui donner un espace encore plus grand pour qu'il puisse s'épanouir. Ouais. Pour fonctionner Oui. dans la vie, souvent on dit qu'on doit avoir des valeurs, des convictions, des choses qui vont orienter, en fait, qui vont m'aider à voir un peu Oui. ça correspond à ce que je suis ou pas. Oui. Et je sais pas, par exemple, je peux me dire, voilà, moi, ça a une importance grande d'avoir des relations qui soient simples. Oui. Par exemple, et ça me guide dans Oui. la façon de Oui. gérer ma vie. Oui. Comment est-ce que ça se construit ça correspond à quoi dans ma personne Les valeurs, hein. Oui. Les choix. Les convictions. Voilà, comment ça Ben en fait, mais je pense justement, on revient tout au début de la conférence, c'est-à-dire pourquoi moi je choisis que pour moi c'est important les relations simples ou des relations, des bonnes amitiés. Alors parce que au fond j'ai une idée que moi je suis coexistante. Et donc c'est l'idée implicite que moi j'ai de personne. À partir de là, je choisis mes valeurs. Parce que si moi je pense que ma personne est, maintenant j'exagère, hein, je fais l'exemple, est mon corps, ou que ma personne se limite à mon corps, intelligence et volonté, bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre énormément d'importance sur que le soin physique et corporel, et tout viser à mon curriculum. Vous voyez? Parce que c'est là où je vais me réaliser. En fait, là, ça rejoint un tout petit peu. En fait, si moi je dis que tout ça, ça m'intéresse pas, hein, la chose qui reste en fait ici, c'est le moi. Et le moi devient très très important. Et donc, je dois faire plein de choses qui réalisent mon moi. Je dois m'auto-réaliser. Donc, l'autodéveloppement, l'estime de soi, non. Alors, tout ça, c'est moi qui le construis. Et c'est moi qui a le contrôle de ça. Hein? Mais ça veut dire que moi, j'aplatis ça qui est beaucoup plus grand, je l'aplatis à ça. Donc, ça fait comme ça. Et du coup, je le réduis, ça. Parce que le moi, c'est pas ma personne, en fait. Je comprends que ça peut être un peu abstrait à expliquer, mais en fait, peut-être pour mieux comprendre, en fait, moi je pense que dans notre société, on donne extrêmement d'importance au moi et peu d'importance à cette partie spirituelle. Et surtout, on a besoin de tout contrôler, de tout. On est moins dans une ouverture, parce qu'en fait, nous, de notre vie, on contrôle très peu. je me souviens, le papa d'une amie à moi me racontait cette amie qui lui disait à ses enfants, et moi, j'ai choisi 2 choses dans ma vie, la femme avec laquelle je me mariais et le travail que je voulais faire après. Les enfants qui sont arrivés, et où je suis allée travailler, et bah voilà, j'ai fait que 2 choix. Non, il lui disait en rigolant, mais finalement, c'est un peu, je veux dire, nous, on pense qu'on choisit énormément, on a le contrôle, mais finalement, on vit mal comme ça, parce que on se fait, nous, une idée de notre vie, et par contre, on a reçu cette vie, il y a quelqu'un de plus grand qui a eu un projet beaucoup plus grand, et c'est beaucoup plus beau de danser dans ce projet, quoi, que de réaliser nos petits projets, parce qu'ils restent toujours petits, à notre mesure. Et là, il n'y a pas possibilité de grandir. Parce qu'on ne se laisse pas surprendre. En même temps, Oui. L'attitude que l'on a face à la vie, Oui. c'est un choix qui est immense. Ah oui. Qui
qui Ah englobe oui. tout. Ah oui, Donc en fait, il y a quand même vraiment des vrais choix. ah oui. Ah, la liberté, c'est pas n'importe quoi. Hein. En fait, Ah oui, oui. enfin, On a une grosse responsabilité. on choisit Oui. peu et en même temps on choisit beaucoup. On choisit. Dans le sens, l'attitude que j'ai Oui. face à la vie, face au champ, face à beaucoup de choses, Oui, il y a des choix énormes. oui, ouais. Et heureusement, ça c'est ouvert pendant toute la vie parce que on peut partir dans notre vie d'une certaine manière parce qu'on a une certaine vision de la personne et après la vie nous donne un coup. Et du coup on dit peut-être je dois me corriger un peu et un autre coup, un autre coup, un autre coup dans le sens de l'expérience de la vie qui parfois peut être dur. On peut apprendre par traumatisme. Et des fois, par contre, ça peut être que quelqu'un me parle de... Alors du coup, je réfléchis. Moi, je dis toujours, la vie, c'est vrai ce que tu dis, hein, Malice. Notre liberté, c'est pas n'importe quoi. C'est une grande responsabilité. Mais en même temps, elle reste ouverte pendant toute la vie. Jusqu'au dernier moment, vraiment, il y a la possibilité de se réorienter, en fait. C'est incroyable, ça. Ah, oui, merci. On rebondit un peu à la question de Anne. Oui. Par rapport aux valeurs, si je comprends ta réponse, c'est Oui. un peu ta connaissance du monde que tu as eu ou de la construction qui crée un peu tes repères Oui. et tu fonctionnes avec ça. Mais avant, tu as parlé de la connaissance personnelle Oui. et qui est personnelle. Donc Oui. chaque personne Unique. est différente. Mhm. Mais alors, est-ce qu'on peut connaître la vérité pour justement avoir des valeurs? Comment la vérité et la connaissance personnelle, comment ça varie? Ouais. Alors, des fois, on pense que la vérité, c'est quelque chose d'extérieur à nous. Hein? Donc, il y a une vérité objective. En fait, oui, il y a une vérité objective. C'est-à-dire, il y a un monde qui fonctionne et que c'est pas moi qui choisis comme il fonctionne. Il y a des lois, donc là, premier principe. Donc, il y a certaines choses qui sont comme ça. C'est quelqu'un qui les a décidées, pas moi, heureusement, parce que je sais pas comment j'aurais créé le monde. Mais après, il y a aussi quelque chose d'autre que je pense que ça touche plus à chaque personne, qui est la vérité personnelle de chacun. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, justement, quand avant je parlais du fait que la personne, en allant plus à l'intérieur d'elle-même, elle trouve sa vérité, c'est très bien. J'ai un petit moment, ça donne du courage. Mais tu peux faire passer la voix à tout le monde. Comme ça, un peu de sucre, ça redonne. Non, mais là, on va bientôt s'arrêter et on va manger parce que là, ça. Après, on pourra continuer. Mais juste pour terminer sur cette chose de vérité, je pense que c'est dans cette recherche profonde, intérieure, dans cette relation qui nous oriente, hein, on arrive à connaître notre vérité personnelle, notre sens personnel, notre mission dans la vie. Et en fait, c'est ça qui nous donne plus de liberté. C'est la vérité, mais c'est pas une vérité extérieure qui n'a rien à voir avec moi. C'est une vérité intérieure, une vérité sur qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde. Et peut-être c'est un sens personnel qui se modifie dans la vie. Hein? Je veux dire, c'est une vérité que plus je connais, plus j'approfondis les relations, plus j'approfondis cette relation qui est fondante, et qui est identitaire, on pourrait dire, voilà. Et plus je peux m'épanouir. Et plus je peux avoir aussi, justement, on a parlé de filiation. Et je vous raconte une petite blague. En fait, c'est l'histoire. Non, en fait, c'est pas une histoire. C'est pas une blague. Je sais pas si c'est une blague ou c'est une histoire vraie. Non, je crois que c'est une histoire vraie. En fait, il y avait dans un avion, et à un certain moment, il y a un monsieur et à côté un enfant, et il y a des turbulences. Et du coup, ce monsieur-là, il commence à avoir peur. Il commence à trembler et tout. Il a trop peur. Et du coup, il voit que l'enfant, il est tout tranquille, là, avec ses jeux.
Et regarde l'enfant, il dit, mais toi, t'as pas peur? Tu dis, non, j'ai pas peur, pourquoi? Ah ben, il y a ces turbulences et tout. Et il dit, mais pourquoi t'as pas peur, toi? Parce que le pilote, c'est mon père. Donc, je veux dire, si le pilote, c'est notre papa, je veux dire, s'il y a cette filiation, pourquoi on doit avoir peur de la vie, hein? Je veux dire, là, peut-être, c'est qu'on ne vit pas assez en tant qu'enfant. Hein, vous voyez, la même chose, si je dois être opérée et le chirurgien est mon père, je suis tranquille, quoi. Hein, vous voyez, c'est cette confiance-là de base. Hein. D'ailleurs, plus on vit cette filiation, plus on a une confiance de base. Plus, non, merci, ça va. Après, laissez-moi quelques-unes. Non, voilà, mais donc, mais la vie, elle est longue, c'est une recherche, la vie, elle est passionnante. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu la continuité des deux questions. Oui. Par exemple, en tout cas, c'est beaucoup une façon qu'on a dans la vie courante de se définir. Quand les gens réfléchissent un peu sur eux-mêmes, ils disent oui. Moi, j'attache une grande importance à, je sais pas, quelqu'un va dire la liberté, d'autres oui. va dire la justice. Oui. Voilà, enfin, et disons comme un système de valeurs sur oui. lequel on peut construire, oui. Ouais. avec une ouverture ou non à la transcendance, sur lequel on va construire nos choix, même nos opinions, éventuellement nos décisions politiques, par exemple, oui. l'orientation qu'on peut donner à sa vie, sur un système de valeurs qu'on va hiérarchiser de certaines manières. Qu'on est, et on vit, on côtoie des personnes qui ont pas tout à fait le même ordre. Il y en a qui vont mettre au-dessus l'unité, par exemple, oui. d'autres plus la justice. Oui. Et ça va donner des choix ou des opinions différentes. Je ne sais pas si c'est ça que oui. tu parlais. Voilà, et ça, quelque part, ça nous définit quand même, au moins c'est une façon qu'on a de se donner à connaître. Oui. Et ça se passe où Alors, en fait, on va spoilerer quelque chose pour demain. Donc, non, c'est-à-dire, oui. En fait, ça rejoint un tout petit peu la question des cultures différentes. Moi, une fois, je me suis expliqué un peu. Je suis de la Suisse italienne. J'ai vécu en la Suisse française, donc romande, et en Suisse alémanique. Et c'est vraiment 3 mondes. Hein. Je vous assure, c'est 3 mondes. En fait, il n'y a pas une Suisse, mais il y a 3 Suisses. C'est très différent. Et quand je suis arrivée en Suisse alémanique, je dois dire que j'ai eu un peu de peine à m'adapter à la Suisse alémanique. Je me disais, mais pourquoi j'ai tellement de peine? En fait, je suis en Suisse, mais c'est une mentalité tellement différente. Et je me disais, mais au fond, qu'est-ce que fait la différence entre les cultures? C'est l'ordre des valeurs. Hein? Donc, par exemple, en Suisse alémanique, ça il faut... non, il faut effacer. Tabou. Non, une chose très importante en Suisse alémanique, c'est éduquer les enfants à l'autonomie. Ils doivent être autonomes. Hein? Donc, ils doivent se débrouiller. D'accord? Alors, c'est quelque chose que dans la Suisse italienne, ou en tout cas les mères italiennes, vous savez que c'est, voilà, on connaît, hein, je veux dire, ils accompagnent leurs enfants jusqu'à 18 ans à l'école. Non, j'exagère un peu, mais disons, très assistentialiste. Et là, par exemple, quand j'étais à Zurich, j'avais vu une scène où il y avait un papa, et il avait 2 enfants, hein, peut-être de 8 ans et l'autre de 5 ans, en vélo. À un certain moment, il y a le petit qui est tombé du vélo. Alors moi, je m'attendais que le papa aille aider le petit, je veux dire, 5 ans, là, avec son vélo. Non, le papa, il a regardé, allez. Je veux dire, il devait se débrouiller, le petit. Je me suis dit, mais comment on est différents? Mais c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas une question de... C'est pas, il est cruel, ce père. Non! Pour lui, c'est très important que son fils se débrouille dans la vie, d'accord? C'est une valeur pour lui. C'est une valeur que moi, j'aurais mis peut-être plus en bas, je sais pas, la compassion pour le petit, tu vois, et peut-être, voilà, vous comprenez, hein, donc le système des valeurs, il y a un système de valeurs qui peut être différent, et donc on peut comprendre ou moins comprendre. Après, il y a alors ici, par exemple, si on met, là il y a le noir qui dessine plus, on va faire en bleu, qui dessine bien. Alors, par exemple, ici, on aurait, la Sainte Thérèse, il y a la prudence. Choisir avec prudence, par exemple, prendre un choix dans la vie avec une certaine prudence. Hein. La Sainte Thérèse évalue tous les éléments qu'elle reçoit, donc c'est le moi qui, voilà, évalue un tout petit peu, donc là il y a la prudence. Mais la prudence doit être
illuminé par les premiers principes. Et là, il y a le niveau de la justice. En fait, la justice, donc moi, j'ai tous les éléments. Hein, et alors, avec tous les éléments, si je n'ai pas tous les éléments, je peux être imprudent dans mon choix. Mais avant, on parlait du fait que, justement, une chose, c'est accueillir les personnes, mais je peux les accueillir tous pareil, donc je suis juste, hein, je ne fais pas de différence, mais je ne reconnais pas la personne. Et en fait, là, je manque de sagesse. Et à ce niveau-là, la vertu la plus haute, tadam, c'est l'amitié. Voilà, l'amitié. Alors, en fait, l'amitié illumine la justice, hein, et la justice illumine la prudence. Je sais pas, l'autonomie des Suisses allemands, non mais par rapport aux valeurs, mais en fait, l'amitié, parce que en fait, on peut avoir beaucoup de valeurs et tout, mais la personne est toujours la valeur la plus haute. Et du coup, je veux pas utiliser, la personne, c'est jamais un moyen, c'est toujours une valeur en soi, en fin, en objectif, c'est-à-dire. Donc du coup, l'amitié est la vertu la plus haute, hein, qui illumine toutes les autres valeurs. Ici, au niveau de la volonté, il y a la force. Et ici, au niveau du corps, il y a la tempérance. Donc ça serait le développement de la volonté. Quand je fais ce cheminement-là, voyez, qui fait comme ça. Donc ça, c'est un peu disons, comme la volonté s'articule dans les différents niveaux. Après, moi, je vais en rester là, parce que ça devient de plus en plus, disons, technique, et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais surtout parce que je ne suis pas formée pour rentrer là-dedans. Je veux dire simplement, c'est mes limites aussi. Oui. Je peux donner un exemple. Oui, donne un exemple. En fait, ces valeurs et ces lumières personnelles, c'est que moi, je travaille dans l'environnement. Et donc, dans l'environnement, c'est un peu la catastrophe, non, la planète et tout. Mais chacun a sa petite lumière personnelle. Non. Donc, moi, ce que je dis toujours aux jeunes, c'est OK, le premier principe, on capte toujours tous les problèmes. Mais après, chacun a sa lumière personnelle. C'est les personnes qui souffrent des inondations. Les autres, c'est la physique quantique pour développer des trucs pour le futur. En fait, chacun va venir apporter sa lumière personnelle, peut-être au même problème, qui va regarder d'une manière particulière. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça permet de dire, voilà, chacun a ses valeurs qui contribuent, en fait. Ils ne sont pas différents, mais... Voilà. C'est que la réalité est tellement grande et tellement vaste, et même la vérité, je veux dire, et la beauté, je veux dire, il faut la collaboration de tout le monde. Oui. Est-ce que on peut reprendre ça avec la différence homme-femme? Est-ce que, enfin, la hiérarchie des valeurs, on a tendance à dire que la femme va plutôt alors moi, si vous voulez, c'est que là on rentre dans un autre, si vous voulez, on garde ça pour demain. C'est très intéressant, différence homme-femme. Et si vous voulez, quand on parlera des relations, parce que là, sinon, ça devient trop tard. Et en plus, je pense qu'on est fatigué. Moi, en tout cas, je suis fatiguée, mais je vois aussi vos petits yeux. Voilà, donc, merci. Très bien.